Bonjour, je suis Yves de Diffray et vous écoutez Mentor Stratégie, le podcast des entrepreneurs qui veulent apprendre et éviter des erreurs. Charles-Henri de Malessis, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Je résume votre parcours brièvement. On complétera, bien sûr, et vous me reprenez si je me suis trompé. Vous êtes dans le groupe Darty depuis bientôt 20 ans. Au début, avec certaines filiales, voire directement dans le groupe, Dacem, Darty, Vandenborre, Fnac Vandenborre maintenant. Et vous êtes passé de catégorie manager jusqu'à managing director de la partie Fnac Vandenborre ici en Belgique. Je vais vous poser peut-être une toute première question qui est le tout début. Vous avez fait des études, je suppose. Quelles étaient-elles et est-ce que c'est le métier que vous auriez imaginé faire maintenant, enfin à l'époque? Alors, bonjour. Non, je pense que, comme vous le disiez, 20-25 ans après, qui est capable de dire hier comme aujourd'hui ce qu'il fera dans 20-25 ans plus tard, quoi. Donc, j'étais à milieu de m'imaginer que je serais directeur général de la filiale en Belgique quand j'ai démarré dans le groupe. En effet, j'ai démarré avec des études. J'ai fait une école de commerce après bac, qui est maintenant au sein de Negotia, qui s'appelait l'ACI à l'époque, une petite école en 2 ans, mais que j'avais choisi et apprécié parce que très opérationnel. J'ai toujours été très proche des opérations, loin des grandes idées stratégiques. Il fallait toujours qu'il y ait des chiffres, qu'il y ait du résultat et qu'il y ait de l'énergie et du concret. Et donc j'ai fait ces études-là et ça m'a permis déjà de toucher pour la première fois à l'environnement commercial. D'accord. Et donc vous n'imaginez pas forcément faire ça? Non. Mais alors après, il y a eu un parcours, si vous voulez, je peux entrer dedans, mais c'est que c'est d'abord donc cette école en 2 ans, puis après un service militaire que j'ai dû devancer parce que j'ai perdu mon père à ce moment-là et que pour pas mal de raisons j'ai dû faire ça, et qui a été pour moi très instructif parce que j'ai pu être officier. On avait la chance de pouvoir faire ce qu'on appelait l'école d'officier de réserve et d'être donc officier, et à 21 ans de pouvoir avoir déjà un peloton de combat, de commander 14 soldats, et c'était ma première expérience de management, mais c'est une opportunité qu'on avait à l'époque grâce au service militaire qui pour moi était plutôt une chose très très positive, à la fois parce que ça nous permettait de rencontrer beaucoup de personnes qu'on n'avait pas l'habitude de rencontrer, c'était le vrai brassage social français, et ensuite parce qu'il nous permettait de vivre dans un environnement différent et de pouvoir exercer des responsabilités qu'on n'avait pas l'occasion d'avoir avant. Ensuite de quoi, j'ai démarré une formation en alternance. En fait, donc attiré par le commerce, je voulais être vendeur, et donc j'ai suivi une école de vente qui était l'école de vente de Xerox, en fait, qui était au sein de Negotia toujours. Très réputée. Qui était vraiment de la vente push, mais très très intéressante, avec la programmation neurolinguistique, l'analyse transactionnelle. On a étudié beaucoup de choses. Et beaucoup d'écoute aussi. Et beaucoup d'écoute. Et donc dans le cadre de cette formation, à la fin, il y avait ce qu'on appelle un match de négociation, qui était animé par un directeur général adjoint de Darty à l'époque. Et ça, c'était en 1994, qui m'a remarqué lors de ces matchs de négociation et qui m'a demandé de rencontrer des gens chez Darty pour pour travailler dans les achats. Donc, comme pour être un bon acheteur, il faut être un bon vendeur. Eh bien, parce qu'il faut de l'écoute, parce qu'il faut pouvoir négocier. Et c'est comme ça que j'ai démarré chez Darty dans le service achat. Mais alors à l'époque, il y avait aussi des organisations en région. Donc j'ai commencé à Darty Normandie en filiale parce qu'il y avait des structures d'achat locales. Voilà, c'est comme ça que tout a démarré. Et donc ensuite, toute une carrière au sein de Darty qui vous mène à votre poste d'aujourd'hui. Est-ce qu'il y a eu un fil rouge pour vous, à part que ce soit le même groupe, mais quelque chose qui vous a toujours attiré, qui vous a toujours permis de vous remettre en question, de progresser, ou c'est simplement les valeurs du groupe qui ont été plutôt fondamentales? D'abord, il faut aimer le commerce.
il faut aimer les clients, il faut essayer de les comprendre. Donc, ce qui m'a toujours animé, c'était toujours d'essayer de savoir qu'est-ce que veut notre client. Que ce soit en termes d'offres et de services. Et donc, à partir du moment où on a cette obsession du client et cette obsession de vouloir le satisfaire, on se rend compte que on arrive à anticiper ou à répondre à ses besoins. Et si on le fait plutôt mieux que les autres à côté, eh bien, ça fonctionne plutôt bien. Et ça nous a plutôt porté. Et je me retrouvais toujours chez Darty dans le contrat de confiance, qui était pour moi le fil rouge, puisqu'il y avait des engagements très forts, hein, les 10 engagements du contrat de confiance, qui étaient des engagements d'accompagnement du client. Au-delà de l'offre produit, on extrapole on n'est pas dans la distribution linéaire, et c'était déjà très visionnaire de dire que le client il veut pas juste un produit, mais il veut d'abord il veut du conseil, il veut de l'accompagnement pendant et après l'achat. Et donc ça, c'est quelque chose dans lequel je me suis toujours bien retrouvé. Ensuite, ce qui a, je pense, aussi permis de faire un fil rouge, c'est que j'ai toujours rencontré des gens dans ce groupe, que ce soit Darty ou maintenant Fnac Darty, des gens de très très grande qualité, qui aimaient les gens, qui aimaient les autres, et ce qui faisait que j'ai toujours travaillé en confiance avec mes patrons successifs, si je puis dire, qui eux-mêmes me faisaient confiance, et ça, je pense que ça n'a pas de prix. Et à partir du moment où on est bien avec son manager, eh bien on arrive à donner le meilleur de soi-même et à progresser et à saisir les opportunités qui se présentent. Et alors donc vous disiez aimer être proche des opérations, proche du concret et aussi des besoins des clients. Vous êtes à un poste maintenant où il y a près de 1000 collaborateurs, avec un chiffre d'affaires de quelques centaines de millions d'euros. Mais finalement, vous êtes un peu plus loin des opérations et un peu plus loin du client, de fait. Comment est-ce que vous gardez cette flamme toujours? Vous allez dans les magasins régulièrement? Il se passe des... Pas tant que ça. En fait, donc... pas tant d'éloignement que ça. Okay. En fait, donc oui, donc aujourd'hui c'est Fnac Vandenborre en Belgique, c'est 1800 personnes et c'est 600 millions d'euros de chiffre d'affaires, plus de 600 millions. Et en fait, j'ai encore plus le besoin d'être proche de mes collaborateurs et de l'ensemble des personnels. Aujourd'hui, une fois par an, je vais tourner en livraison avec des livreurs en équipage, livrer chez les clients. Je tourne avec des techniciens service après-vente pour aller dépanner des clients chez eux, et je visite l'ensemble des magasins au moins une fois par an. On a 73 magasins Vandenborre en Belgique, 12 magasins Fnac et un magasin Luxembourg. Les Fnac, j'y vais plusieurs fois par an, et les Vandenborre au moins une fois par an. Et donc comme ça, je peux voir quasi l'ensemble des collaborateurs, y compris les plateformes de livraison, parce qu'on a aussi des sites de logistique. Et donc tous les sites, je les visite au moins une fois par an. Et pour moi, c'est essentiel de rester au contact. D'abord parce que je parle avec eux sans filtre. Et je vis la réalité du terrain, de ce qu'ils vivent eux-mêmes, et c'est ça moi aujourd'hui, qui me nourrit le plus. Aujourd'hui, passer du temps avec nos collaborateurs, c'est là qu'on apprend le plus. D'abord parce qu'ils me disent ce que disent les clients, et quand je tourne avec eux, je vois le client lui-même et je l'écoute, je vois des choses, je remplis des feuilles, et puis en retour, je vais parler avec les managers en posant des questions. Pas en disant mais attends, tu fais ci, c'est pas comme ça qu'il faut faire, parce qu'à chaque fois, je pense que c'est d'abord ça le point, c'est toujours savoir poser les bonnes questions. Les questions ont plus de force à mon avis que les réponses. Et voilà, donc leur poser les bonnes questions pour comprendre pourquoi on fait comme ci, pourquoi on fait comme ça, et même si je fais ça depuis plusieurs années, j'en apprends toujours à chaque fois. Donc non, la proximité du terrain et des personnels est pour moi un point essentiel pour ne pas être déconnecté. Et puis c'est l'essence même du retail. Si vous êtes un retailer, donc dans la grande distribution, et que vous n'êtes pas proche des opérations, les plus petites soient-elles, les plus fines soient-elles, vous perdez pied avec le terrain. Alors je vais vous embêter un petit peu. En 2017, il y a eu une fusion entre le Vandenborre et Fnac Darty.
enfin voilà, le groupe. Donc, en fait, comment est-ce que ça se passe dans ces cas-là? Parce que vous avez été rapidement mis aux commandes, hein, si je ne me trompe pas. Et donc, c'est peut-être deux cultures, c'est en tout cas deux types de profils de magasins différents et qu'il faut réussir à mettre en commun et à faire en sorte que, justement, cet objectif client retail fonctionne, en sachant que je pense que Fnac et Vandenborg n'ont pas tout à fait le même profil de clientèle. Oui, vous avez raison. Et c'était justement tout ce que recherchait Alexandre Bompard à l'époque quand il a, à la tête du groupe Fnac, racheté le groupe Darty, parce il avait très bien senti la complémentarité des deux marques et le fait elles adressaient des clients différents. De ce fait-là, on était capable, à partir du fait d'avoir les deux enseignes, les deux marques ensemble, de pouvoir apporter le meilleur des deux marques à l'un ou l'autre client. Donc c'était en 2016 que le groupe Fnac a racheté le groupe Darty, donc ça s'est fait sur la fin d'année, et à ce moment-là, Alexandre Bompard a reçu un certain nombre de cadres dirigeants, membres du COMEX de Darty, et dont moi, et donc j'ai rencontré Alexandre Bompard ainsi qu'Enrique Martinez, qui est notre CEO aujourd'hui. Et à ce moment-là, ils m'ont posé un certain nombre de questions. Et puis ensuite, Alexandre Bompard m'a informé il me refaisait confiance au sein du comité exécutif de Fnac Darty, du nouveau comité exécutif, et qu'il me confiait la mission de gérer l'intégration Fnac Vandenborg en Belgique, puisque en effet, il y a que 2 pays en Europe où les deux marques étaient présentes, donc Fnac Darty en France et Fnac Vandenborg en Belgique. Voilà. Et donc, comment est-ce que ça se passe concrètement ? Eh bien, à partir de là, on avait un plan. Alors, on a été très aidé par la France parce que la France avait aussi toute une démarche qui avait été très très bien réfléchie et sur laquelle on s'est calé. Donc, avec des objectifs d'organisation, mais alors qui nous sont assez propres parce que on n'avait pas du tout la même dimension. Puis il y avait des rapports de taille très différents parce qu'entre Fnac et Darty en France, on était sur des poids à peu près équivalents en termes de structure, de chiffres. En Belgique, il y avait des gros écarts puisque la Fnac c'est 150 millions d'euros et c'était à peu près 500 personnes, quand Vandenborg c'était 1100 personnes et 400 millions d'euros, quoi. Donc il y avait un rapport de taille qui était très très différent. Et donc toute la difficulté, donc il y a un premier point, c'était d'abord de délivrer des synergies, parce qu'il y avait des objectifs de synergie, des objectifs économiques derrière à court terme qu'on a délivrés comme la France. Et puis ensuite, par exemple, la fusion des sièges. Oui, alors ça passe sur pas mal de choses parce que ça se jouait à la fois à niveau logistique, au niveau des sièges. Enfin, ça se passait aussi au niveau de certains nombres de contrats qu'on avait. Je sais pas, vous avez un contrat de nettoyage pour vos magasins chez Fnac, un autre chez Vandenborg. Si on met les deux ensemble, combien on gagne, quoi, en termes de pouvoir de négociation, de réduction des coûts. Donc, il y a un certain nombre de choses comme ça. Et puis, ça, c'était le non marchand. Puis il y a le marchand ensuite, quand vous allez négocier avec des groupes et des marques, quand vous êtes, quand vous mettez les deux chiffres ensemble. Quel pouvoir de négociation ça vous donne supplémentaire. C'est aussi l'objectif d'être plus fort pour mieux négocier. Et donc ça, on a travaillé sur l'ensemble de ces leviers pour le faire. Ça, c'est l'aspect économique. Ensuite, il y a l'aspect social, et puis d'abord c'est de bâtir une direction commune, une direction qui reprend les forces vives des deux organisations, avec un certain nombre un comité de direction renouvelé avec des personnes de l'ex Vandenborg et l'ex Fnac, et ça s'est bien passé. Il y a eu 2 départs à ce moment-là, mais l'ensemble du reste des personnes ont été conservées. On n'a pas eu de plan de licenciement, donc on a pu, d'un point de vue humain, le gérer très très correctement pour le meilleur des deux équipes. Ça fait partie des valeurs du groupe ? Oui, c'était de montrer qu'on pouvait faire des synergies, mais que après il y a toujours du départ naturel qui se font dans ces périodes-là. On a retenu aussi un certain nombre de personnes que l'on voulait voir nous accompagner, qui ont cru
dans l'idée de faire un groupe commun où on pouvait délivrer des choses différentes, nouvelles et fortes. Et donc, on n'a pas eu des départs massifs de personnel. Là où c'était plus difficile, c'était d'expliquer à des gens qui étaient très attachés à Fnac de son côté ou à Vandenborre de l'autre qu'il fallait faire son deuil de ce que c'était avant pour écrire une nouvelle histoire de Fnac Vandenborre ensemble. Et ça, c'est voilà, il y a des personnes qui n'ont pas réussi. À ce moment-là, il vaut mieux qu'elles quittent. Elles sont parties vers d'autres aventures. Et puis il y en a d'autres qui sont bien projetées dans le nouvel ensemble, avec des forces, des difficultés, parce que tout n'a pas été simple. Mais globalement, les personnels sont plutôt restés, quoi. Et comment est-ce que vous avez fait en sorte de faire passer ce message plus concrètement? Ça passe par quoi? Par des communications, des séminaires, des team building, peut-être un peu tout, mais... Oui, faut jouer sur la sphère culturelle. Donc, en fait, c'est surtout donner du sens. C'est pour ça que très vite, on a eu un plan qui s'appelait Confiance Plus, un plan stratégique qu'on a lancé au sein du groupe. Confiance Plus, qui permettait de remettre le client au centre, avec une double idée. Une idée de donner à nos clients la meilleure expérience client d'un côté, et d'un autre côté, avoir une plateforme omnicanale ouverte, donc s'ouvrir à des partenariats extérieurs, etc. C'est ce qu'on a fait jusqu'à ce nouveau plan qu'on vient de révéler, qui s'appelle Everyday, dont on pourra reparler plus tard. Voilà, c'est donner du sens au nouvel ensemble et de montrer que ensemble on est plus fort. Et donc d'appuyer sur les forces de l'un et de l'autre. Vandenborre avec son service après-vente, et puis Fnac avec tout son programme adhérent, avec son offre large de produits, et puis ses clients d'une fidélité remarquable, parce que c'est une enseigne qui plaît beaucoup et qui a des clients très très attachés. Ouais. Et donc concrètement, c'est la stratégie des petits pas ou du grand chambardement? Le lendemain, on a fusionné et maintenant, tout a changé. Ah il y a eu un grand chambardement, oui, qui a été surtout que en plus, ce qui a été assez complexe, c'est que il a fallu, comme on a fermé un siège, et que c'était le siège de Fnac, et que on a intégré les personnels de Fnac chez Vandenborre, eh bien, il a fallu à ce moment-là créer des circonstances de bienvenue, d'accueil, pour que les personnels se sentent intégrés. Donc là, c'était vraiment sur des sujets de considération, voilà. Et puis ensuite, en effet, des petits pas, parce que il y a ensuite des organisations qui étaient à la fois des organisations qui allaient très vite devenir communes, et puis d'autres qui sont des organisations qui allaient rester un peu séparées, parce que des chaînes logistiques différentes ou des communications différentes, donc un service marketing propre à Fnac ou propre à Vandenborre, et puis parce qu'on gardait les deux marques. Donc voilà. Et donc toute la difficulté, c'était d'arriver, donc c'est pour ça qu'on a lancé des grosses communications internes aussi, à ce qu'on appelait la Happy Newsletter, qui était à montrer un peu voilà, tout ce qu'on faisait pour faire que cet ensemble prennent corps, en gardant les spécificités des marques propres. Et dans ces spécificités, vous parliez tout à l'heure du contrat de confiance, qui est quelque chose d'assez fort chez Darty et Vandenborre. Fnac a probablement la même approche, la même vision. Est-ce que globalement, vous êtes obligé d'avoir les mêmes vues en termes, par exemple, de responsabilité sociétale des entreprises, en termes plus concrets on parlait de marques, il y en a qui parfois investissent ou soutiennent ou font du marketing sponsoring. Il y a un fil conducteur entre les deux pour essayer de rapprocher les marques, ou chacun peut avoir sa vie. Non, alors. Donc si on prend la RSE, ça c'est quelque chose de commun. C'est-à-dire que la RSE, on a des objectifs communs parce que d'abord on habite la même planète, et donc les deux marques doivent servir les mêmes objectifs. C'est commun. Ensuite, donc là on a lancé un plan, comme je le disais, qui s'appelle un plan Everyday, dont un des piliers est justement notre responsabilité de la durabilité, et qui va se faire
par différents leviers. Donc il y a un levier qui est notamment le service par abonnement, qui est celui qui va plutôt être développé chez Vandenborre avec Vandenborre Life, qui est un abonnement pour vous permettre de prolonger le plus possible la durée de vie de vos produits. Mais tout ce service après-vente et toute cette force de Vandenborre d'origine est aussi au service des clients de la Fnac. Et donc les clients de la Fnac bénéficient de la même manière de l'offre de service Vandenborre et de cet accompagnement. À la base, Vandenborre est beaucoup plus basé sur le service après-vente, et la Fnac sur la largeur d'offres et la capacité de répondre et d'accompagner nos clients sur l'ensemble des produits que l'on vend. Alors, on parle de responsabilité sociale des entreprises, RSE, et en même temps, vous avez été acheteur. Et autre point qui me fait converger vers la même question, votre stratégie everyday et plus précisément life chez Vandenborre. Est-ce que donc le but un peu sous-jacent, c'est quand même de lutter contre l'obsolescence programmée, par exemple de l'électroménager. Est-ce que c'est aussi quelque chose qui se retrouve dans vos achats? C'est-à-dire, vous faites très attention en sélectionnant les produits vis-à-vis de vos fournisseurs pour que justement cette obsolescence qu'il y ait une durabilité qui s'inscrive. Alors d'abord, nous, la notion d'obsolescence programmée, on la rejette. On n'y croit pas. D'abord, on la constate pas d'ailleurs, parce qu'on constate qu'au contraire, les produits sont de plus en plus fiables. Et ça, c'est une idée. Alors, il y a eu des exemples de personnes, de sociétés mal intentionnées qui ont pu mettre un logiciel pour essayer de, voilà. Mais c'est des épiphénomènes. Mais nous, on n'y croit pas du tout. Pour ce qui est en effet, notre volonté, en fait, la démarche qu'on a, c'est celle de dire que normalement vous avez un produit qui est garanti 2 ans. On vendait des extensions de garantie 5 ans. Mais quand bien même vous avez payé une extension de garantie 5 ans, quand ça fait 5 ans et 3 jours que votre appareil tombe en panne et qu'on vous dit non, c'est plus sous garantie, il n'y a rien de plus exaspérant. Et donc ça, c'est un principe de base aussi, c'est toujours partir du client. Qu'est-ce que le client veut? Et au-delà de l'image de la durabilité, c'est là où je pense que notre service est génial, c'est que il répond au client, il répond à la durabilité, il répond à pas mal de demandes. Mais pour revenir à votre question, aujourd'hui, les marques ont une garantie de 2 ans et ont certains engagements de disponibilité de pièces détachées. Nous, avec ce que l'on a lancé, donc à savoir que pour un abonnement mensuel, on vous répare l'intégralité de votre électroménager à domicile, sauf les hôtes, mais donc l'ensemble de votre électroménager pour 12,99 € par mois, eh bien, ça vous permet donc avec une durée, qui est minimum de 7 ans. Une fois qu'on a dit ça, on est allé voir les marques en disant mais bon, 7 ans c'est quand même pas suffisant, est-ce que vous voulez pas travailler avec nous à prolonger cette durée? Et on a très vite des marques qui ont dit oui, on a déjà signé 2, 3 et on est en train de discuter avec les autres parce qu'on a lancé ça en janvier, c'est tout récent en Belgique. Et donc voilà, ça c'est un premier exemple qui est que les marques disent ok, on prend le pari avec vous, on va vous fournir les pièces détachées pendant au moins 10 ans, au moins 12 ans, jusqu'à 15 ans. Et nous, c'est notre demande. Maintenant, on n'ira peut-être pas au-delà de 15 ans parce qu'après, est-ce que c'est plus forcément écologique d'utiliser un produit qui a plus de 15 ans. Mais bon, déjà, on a un énorme gap et un énorme progrès effectué. Et ça, c'est grâce à ce service que on embarque les marques et qu'elles disent Banco, on vous accompagne parce qu'elles ont aussi intérêt, c'est une force pour elles, d'avoir des marques qui sont plutôt plus fiables et de montrer aux clients que quand vous achetez tel ou tel produit, vous pouvez avoir 10 ans de durée de vie. Et donc, c'est un effet vraiment bénéfique. Ça, c'est le premier point. Et puis ensuite, on a démarré une démarche qui est déjà initiée, bien avancée en France et sur laquelle on va se caler, mais avec nos propres chiffres aussi, qui est une démarche de classement des marques, si je puis dire, d'un baromètre, on appelle ça le baromètre des marques, qui va donner un indice de fiabilité des marques et des produits même, avec un indice de réparabilité. Donc on va dire aux clients, vous voyez, cette marque est plutôt plus fiable que celle-ci, sur un baromètre qu'on fait 1 à 2 fois par an. On donne un classement de fiabilité des marques. Et réparabilité des produits, ça c'est plus propre aux produits, où on va dire, vous voyez, ce produit, en fonction de la facilité de réparation, en fonction du coût de la réparation, en fonction de la disponibilité des pièces détachées, etc., on lui donne un indice et on pourra comparer l'ensemble des produits et comme ça, le client pourra choisir
en fonction de ça. Donc ça va faire aussi avancer les marques sur la fiabilité de leurs produits, parce qu'ils sauront que derrière, dans nos magasins, nous informerons les clients de cet indice de réparabilité, de fiabilité des produits. Et donc, cette démarche à la fois de disponibilité des pièces détachées, d'indice de réparabilité, de baromètre, fait que globalement, on va faire progresser la fiabilité des produits sur le marché, la satisfaction du client qui se dira, moi j'achète un produit qui va durer plus longtemps, et donc encore une plus grande fidélisation. C'est complètement dans la prolongation de l'image du contrat de confiance, quoi, qui a plus de 40 ans et qui doit maintenant, même 50 ans, qui doit évoluer avec le temps. Est-ce que du coup, il y a des marques qui vont faire des produits spécifiques pour vous, ou qui le font déjà, c'est-à-dire des produits qu'on ne retrouve pas forcément dans tous les commerces, comme on voit parfois, il y a des marques qui font des produits uniquement pour Ikea dans leur cuisine, ou des choses comme ça. Ça existe déjà, mais depuis longtemps. Alors, pas sur le biais de la fiabilité, mais donc comme je vous disais, j'étais dans les achats. Nous, on a toujours négocié avec nos fournisseurs le fait d'avoir des meilleurs produits que nos concurrents, qu'on pouvait essayer de vendre au même prix que nos concurrents, donc d'avoir des produits mieux spécifiés. Donc on a toujours eu des différenciations de produits avec des produits qu'on espère être mieux spécifiés que les autres. Maintenant, avoir des produits plus fiables, je pense que ça va bénéficier, et c'est là aussi où c'est bénéfique, c'est que ça va bénéficier à l'ensemble de la chaîne de production. Quand les marques vont se poser la question de fiabilité de tel ou tel type de sujet, je sais pas moi, une faiblesse dans le tambour de la machine à laver chez telle marque, eh bien elle se dira, je vais pas travailler que sur un produit pour tel retailer, elle va travailler sur l'ensemble de la qualité produit pour l'ensemble de ses produits. Donc nous on espère au contraire que ça va faire avancer pas simplement nos clients, enfin pas simplement l'assortiment de Fnac, Darty, Fnac Vandenborg, mais l'ensemble de l'offre qu'il y aura sur le marché. Alors, dans les principales forces que vous avez, c'est justement à la fois le conseil et en même temps, plus chez Fnac, la diversité d'offres. Comment est-ce que vous avez réagi en 2020 au moment des fermetures des magasins? Comment est-ce qu'on fait dans ces cas-là, à la fois concrètement en tant que manager, pour réussir à s'adapter à une situation de crise et d'urgence, d'une part, et d'autre part, concrètement, pour rester compétitif vis-à-vis d'une concurrence où on a un Amazon qui est déjà rodé et avec un panel énorme de produits, ou voilà, d'autres concurrents, peut-être plus petits aussi, mais qui sont peut-être plus spécifiques. Alors, juste pour revenir au tout début de votre question, il y a Vandenborg conseil, mais chez Fnac aussi, il y a le conseil. Il y a largeur d'offre, mais il y a aussi le conseil parce qu'il y a des vendeurs passionnés qui sont des très bons conseils aussi. Mais voilà. Donc quand on revient un an en arrière, puisque c'était en effet en mars 2020 et qu'on apprend que tous nos magasins vont devoir fermer, là c'est le coup de massue, quoi. Donc simplement, une fois que vous prenez le coup de massue, il faut très très vite réagir. D'abord, je pense qu'il y a deux choses. La première, c'était qu'on était très bien armés, parce que on avait une organisation qui était déjà omnicanale. Omnicanal, ça veut dire tout canal. Ça veut dire tout canaux, qui était à la fois en magasin et sur Internet. Alors c'est une force et une faiblesse, parce que ça veut dire qu'il fallait tout réorganiser, parce que vous alliez devenir, quand vous fermez vos magasins, plus que Internet, et donc vous deveniez pure player, c'est-à-dire e-tailer, on vend que sur Internet. Donc on était armé parce qu'on savait vendre sur Internet et qu'on avait déjà une organisation. Faut savoir que avant la crise, Internet pesait à peu près 20% de notre business, généré sur Internet. Mais il y a déjà une grosse partie qui était collectée en magasin, click and collect. Et donc d'un coup, ces 20% sont devenus 100% de notre activité. Mais du coup, ils étaient plus à 20, et donc ils étaient à 100%, mais et puis la valeur absolue a explosé. Donc premièrement, on était bien armés. Et puis deuxièmement, je pense que, et ça on n'aurait jamais réussi à faire l'année qu'on a fait si ça n'avait pas été le cas, c'est que il y avait des super équipes. Il y a toujours des super équipes. Et donc tout de suite, c'était chacun s'est mis à se dire, c'est quoi les conséquences pour moi s'il y a plus de magasins pour continuer l'activité?
Et très vite, on s'est retrouvé en mode équipe restreinte. Chacun dans l'organisation a choisi les 2, 3, 4 personnes clés sur lesquelles il fallait s'appuyer pour aller très vite et prendre les décisions avec ceux qui avaient les bonnes connaissances métiers, parce qu'il fallait revoir complètement le parcours client en magasin, il fallait revoir complètement l'organisation au dépôt, à la logistique. Et là, il y a des personnes formidables. On a l'impression que tout s'est mis en route. Et puis, on a découvert des tas de choses qu'on n'imaginait pas. Enfin, puis des tas de choses qui nous paraissaient impossibles sont d'un coup devenues possibles. Enfin, voilà. Donc, il y a une énergie incroyable. Et c'est là où je dis que les équipes font la différence, que certaines auraient été abattues, se disent mais comment on va faire, etc. Et là, ça a été tout l'inverse. Ils disent bon, ok, on a un truc, on y va. Qu'est-ce qu'on doit faire? Et puis voilà. Donc on s'est mis en mode collaboratif avec des calls à distance, que très vite on était aussi en télétravail. Hein. Et ça a été des journées très très longues, très éprouvantes, mais passionnantes, avec une organisation qui s'est très très vite mise en place, quoi. Donc bravo aux équipes. Ah ouais, non mais elles ont été incroyables. Moi je suis très fier d'eux, d'elles, et ça a été enfin quand je me retourne et que je regarde ce qu'on a fait, comme on dit, hein, ils l'ont fait parce qu'ils savaient pas que c'était impossible. Oui. Et donc ça a été, des gens formidables, juste voilà, c'est tout. Ils sont extraordinaires. Et donc il a fallu quand même répartir un peu les tâches pour pas que ça parte dans tous les sens, qu'on garde le cap de on est quand même Fnac et Vandenborre, donc notre objectif c'est quand même celui-ci, et on va pas on doit garder les mêmes valeurs, le même approche client, et donc s'adapter. Mais donc il y a des garde-fous, il y a des... Oui, mais enfin encore une fois, c'est les gens quand vous avez en dessous de vous un comité de direction avec des adjoints et des personnes qui travaillent avec elles, qui connaissent bien les clients, qui connaissent bien les rouages et qui sont assez proches des opérations. On en parlait tout à l'heure, l'intérêt d'être proche des opérations, de savoir, vous voyez, quand vous connaissez bien le métier, vous n'êtes pas perdu. Ceux qui ont des organisations titanesques où ils sont très très loin des opérations, disent bon, alors à qui on va demander quoi? Et ben là, c'était très facile parce que on a su tout de suite comment le faire. Donc on a dans le comité de direction une personne en charge des ventes, un directeur d'exploitation qui lui connaît bien ses magasins et a su tout de suite avec ses N-1, les directeurs régionaux, district managers dans notre jargon, ont su tout de suite ce qu'il fallait faire. Ils ont eu l'idée de dire mais attends, on va remonter un certain nombre de produits parce qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer, ça peut être pénurique, il va y avoir une demande sur le télétravail. Tout ça, ça a été des initiatives qui ont été prises, qui font qu'on a rapatrié au dépôt des produits. Et en effet, il y a eu une pénurie après, et on avait les produits qui n'étaient pas dans les magasins, mais qui étaient remontés parce qu'ils avaient anticipé, parce qu'ils étaient, ils avaient vu plus loin avant tout le monde, et que ils n'étaient pas à regarder leur propre petit périmètre, mais à élargir, quoi. Au niveau des achats, l'organisation des flux de marchandises, qu'est-ce qu'on arrête? On savait pas non plus ce qu'on allait vendre que sur Internet. Donc là, il a fallu mettre tout de suite en place plusieurs options. Et au niveau de la logistique, du dépôt aussi, un directeur logistique avec un directeur des opérations. Et là, on s'est dit, mais attendez, on va avoir une organisation qui va passer d'une organisation où je prépare des palettes pour les envoyer en magasin à des préparations de colis parce que je les envoie au client final. Et tout ça, chacun s'est relevé les manches et a pris en charge l'ensemble des opérations et s'est dit comment je vais travailler. Donc ça, c'est la partie du management qui a fait la liste et puis qui a adressé les points les uns derrière les autres à une vitesse remarquable. Et puis derrière, il y a aussi tous les opérationnels sur le terrain. On a eu des équipes en magasin qui ont tout bien préparé avant de fermer le magasin et de partir en chômage temporaire, quoi. C'était très dur pour eux. Et malgré tout, ils ont travaillé jusqu'au bout. Et c'est là où moi je suis impressionné, épaté et fortement reconnaissant par cet esprit collaboratif et cet esprit du collectif, de jouer le collectif plutôt que de se s'apitoyer sur son sort personnel. C'est pour ça qu'on a essayé notamment de les accompagner aussi sur le premier confinement d'un point de vue salarial, sur les pertes de salaire et choses comme ça. Mais ils ont été extraordinaires. Et les gens sur le terrain, parce que l'ambiance était quand même pesante. Nos livreurs ont continué à aller livrer chez les clients, les techniciens services après-vente à réparer chez les clients, et le personnel du dépôt a aussi été là pour
se remonter les manches et préparer tous les colis, parce qu'on est passé à des milliers de colis, on pensait même pas que c'était possible. De la même manière, on a déclenché le travail de nuit qu'on n'avait jamais fait, mais on avait signé un accord 3-4 ans auparavant avec les partenaires sociaux sur la possibilité de travailler de nuit, qu'on n'avait jamais exercé. Et ben là, heureusement, on avait cet accord. Et en plus, nos partenaires sociaux ont été, là encore une fois, remarquables parce que ils nous ont accompagnés, ils ont bien compris la nécessité de déclencher le travail de nuit pour répondre à la demande, à l'afflux de commandes clients. Notre problème, c'était plus la poste belge qui n'arrivait pas à suivre les livraisons que nous à préparer les commandes, quoi. Du coup, pareil, encore une fois, on s'est adapté. On a même utilisé nos livreurs qui livraient des machines à laver pour livrer d'autres colis. Voilà, donc on a tout adapté et ça a été une aventure humaine et d'organisation extraordinaire. Quand on la revoit a posteriori, on se dit ça a été magnifique. Pendant, ça a été dur pour les équipes qui sont encore une fois engagées comme jamais et on a énormément appris. Est-ce qu'on pourrait dire donc que voilà, le principe d'une crise, c'est qu'on ne peut pas l'anticiper, mais que pour être le plus près possible, c'est justement miser sur l'humain, sur les équipes, et en même temps à la fois déléguer et responsabiliser. Oui, et puis je pense que c'est le bon sens aussi. C'est-à-dire que quand vous êtes dans des organisations qui sont d'une complexité terrible et que vous avez des équipes qui ne se parlent pas, qui ne se connaissent pas, qui travaillent trop en silo, vous êtes perdu, quoi. Nous, on a toujours eu et on veut conserver cette capacité à pouvoir vraiment bien se connaître les uns et les autres, comprendre le métier de l'autre. C'est quelque chose qu'on entretient toujours chez nous, ce qu'on appelle le vie ma vie. C'est de pousser un collaborateur d'un magasin à aller faire de la livraison avec un livreur. C'est de pousser des gens à connaître un peu le métier des autres, que les gens se connaissent bien, de façon à pouvoir bien comprendre le métier de l'autre et avoir une meilleure connaissance de l'interne. Ok, donc ça c'est effectivement donc quelque chose d'important, c'est faire en sorte que chacun connaisse l'autre. Ce vie ma vie, c'est quelque chose de structuré, d'organisé, tout le monde sait que ça va arriver, on l'a tous les 3 ans ou... Non, c'est pas. Alors c'est quelque chose qu'on initie. C'est peut-être aujourd'hui encore vraiment les managers qui poussent dans ce sens-là, plus dans certaines équipes que dans d'autres. Mais il y a après faut sortir sa zone de confort. Il faut pousser les gens parce que très vite, si on le fait pas, on a tendance à regarder que son petit périmètre. Et c'est là où c'est important d'arriver à le faire. Mais c'est pas aussi structuré que ça. Oui. Et alors, du coup, est-ce que ça passe aussi probablement par des mutations internes, des passages de... Voilà, il y a peut-être des gens qui étaient Fnac qui deviennent Vandenborg et des... Alors, il y a plus vraiment de différence, mais... Alors, il y a encore un magasin, puisque vous avez les deux marques, encore. Donc, vous avez du personnel qui sert les magasins Fnac et d'autres qui servent les magasins Vandenborg. Mais on a un gérant de magasin Fnac aujourd'hui qui est un ancien gérant de magasin Vandenborg. Donc, il peut y avoir des passages de l'un à l'autre. Par contre, au niveau du siège, du dépôt, des différents services après-vente, tout le personnel est commun pour les deux marques, sur les fonctions centrales. Donc ça participe aussi probablement à cette connaissance collective d'un peu tous les postes et d'un peu toutes les spécificités. Oui, alors en plus, on avait des systèmes historiquement qui étaient différents, que de plus en plus sont intégrés, sont communs, mais encore, le site web Fnac n'a pas la même organisation que le site web Vandenborg, mais il y a des tas de structures qui sont maintenant communes. Toute la logistique est commune, le service après-vente, c'est de plus en plus commun aux deux marques, quoi. Et alors, une question que vous avez un petit peu éludée, vis-à-vis d'Amazon ou d'autres gros concurrents comme ça, comment est-ce que vous avez pu vous positionner en sachant que vos principales forces étaient un peu amoindries du fait du confinement ? On a une proposition qui était plus forte qu'Amazon parce que nous on livre en 24 heures, ce que Amazon ne fait pas gratuitement. Toute commande jusqu'à 22h30 en Belgique, vous le recevez le lendemain gratuitement avant 13h. Ça, Amazon testé et approuvé. Voilà, vous voyez, donc en plus on fait ce qu'on dit. Non, mais voilà, donc par rapport à Amazon, qui lui en plus avait des soucis parce que son personnel l'a pas suivi. Si vous vous souvenez, en France. Quand vous avez l'obsession absolue du client
comme là Amazon, nous, on est très préoccupés par le client, mais on n'est pas obsédé au point d'oublier nos collaborateurs. Et je pense que c'est ce qui faisait aussi la différence, c'est que voilà, on n'a pas eu de mouvements sociaux dans nos dépôts parce que on a écouté, on a considéré nos collaborateurs, on a veillé à leur sécurité. Ça a été pour nous j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais c'était un des points principaux, c'était de veiller aussi à la bonne santé de nos collaborateurs, parce qu'on savait pas du tout ce que c'était que cette épidémie, jusqu'où ça allait aller, au niveau de contamination, on était tous très inquiets, quoi. Donc on voulait pas faire n'importe quoi. Eh bien, donc ça je pense que l'adhésion de l'ensemble des collaborateurs a été une grande force chez nous que Amazon, nous a cité, n'a pas nécessairement eu. Et puis la proximité de la marque. Alors on a beaucoup communiqué aussi en Belgique en disant achetez belge, achetez chez des revendeurs belges, donc Fnac Belgique ou Vandenborg, pour soutenir les activités en Belgique, de façon à obtenir aussi l'assentiment de la clientèle belge. Mais sinon, on n'avait pas à rougir, loin de là, de l'ensemble de ces pure players. La seule chose, c'est que eux, 100% de leur commerce se faisait sur Internet. Nous, c'était 20%. Et donc, quand le marché double, ça peut faire 40% de notre activité pour nous, mais nous, ça fait même plus que ça, puisqu'on a même plutôt triplé. Et quant à eux, ça leur a fait aussi un énorme, en valeur absolue, une énorme croissance, quoi. Oui, c'est ça. En part de marché, peut-être pas, mais en croissance absolue. Voilà. Je fais un petit changement de sujet en revenant plus sur vous. Voilà, vous donnez plein de bons feedbacks, de bonnes pratiques et autres. Ceci se fait grâce au talent et aux capacités des équipes, mais il faut quand même un bon guide, un bon capitaine pour aider à ce que le navire garde le cap. Et comment est-ce que, à titre personnel, vous continuez à vous former, à être toujours avec des nouvelles idées, à pouvoir voir ce qui se passe autour? Est-ce qu'il y a j'ai vu que vous aviez fait une formation à l'IAE il y a une quinzaine d'années. Est-ce que pour vous formez est quelque chose d'important? Est-ce qu'il y a des petites habitudes de tous les jours que vous avez? Est-ce qu'il y a des livres que vous voudriez recommander? Voilà, un peu cet aspect-là. Bon, des livres, il y en a beaucoup, non, mais je pense que se former, c'est essentiel. Je dirais que plus ça va vite. On changera de métier plusieurs fois dans notre vie. Enfin, si ça, c'est pour les plus jeunes, qui démarrent aujourd'hui. Donc moi, aujourd'hui, je suis directeur général. J'ai commencé comme acheteur en région. Alors j'ai toujours été plutôt dans le commerce, dans la direction commerciale, dans les achats. Mais donc j'ai pas énormément changé, si ce n'est que j'ai passé de structure en structure, sur des natures de produits différentes, etc. Mais je pense que en effet, donc à 36 ans, je me suis dit j'ai un cursus scolaire somme toute assez moyen. J'ai appris beaucoup sur le terrain. Il faut que je passe à autre chose si je veux prendre une autre dimension. Et c'est là que m'est venue l'idée de faire ce master en administration des entreprises au sein de l'IAE de Paris, qui est remarquable, parce que très complet. Et donc là, ça m'a permis, moi, de prendre un peu une autre dimension, de voir plus large que mon métier pur, la gestion de production, les systèmes d'information. J'en ai été très très loin. Donc vous êtes pas un spécialiste de chaque matière, mais vous savez parler avec les spécialistes parce que vous parlez la même langue. Et ça, c'est des choses, je pense, c'est une préoccupation qu'on doit tous avoir, de pouvoir toujours se dire comment je peux me former, m'informer, progresser. Aujourd'hui, je lis beaucoup la presse. Tous les matins, je fais une revue de presse, je lis au moins 3-4 journaux. Voilà. Et puis j'écoute beaucoup. Même au sein du groupe, on a la chance d'avoir des gens assez puissants au sein du comité exécutif, et on est tous assez proches, et on a beaucoup de rencontres où on s'irrigue les uns les autres, quoi. Donc non, c'est surtout par mes lectures dans la presse ou dans différents. Alors maintenant, on a des webinars ou des choses comme ça auxquels on peut assister qui m'apprennent énormément. D'accord. Et
quelle serait, selon vous, il y a plusieurs définitions possibles déjà au terme réussite, mais quels seraient selon vous on va dire 3 tips, 3 fondements où vous dites, ben voilà, si on fait attention à ça, ça aide aussi à avoir voilà, plus de réussite. Après, quelle est votre définition de la réussite? Ça, c'est une autre question. Bon, d'abord, moi, je pense que le principe de base, c'est de se battre pour le collectif. Ceux qui se battent pour eux, ça marche à un moment, mais c'est quoi? C'est un proverbe africain qui dit si tu veux aller vite, pars tout seul. Si tu veux aller loin, allons-y ensemble. Mais franchement, je pense que c'est le collectif, ceux qui se battent pour eux. Et moi, c'est quelque chose qui m'a toujours. Je suis d'une famille nombreuse. J'ai été scout. J'ai fait pas mal de choses, des sports j'ai joué au rugby, sport collectif. Et j'ai toujours vu que c'était en équipe qu'on arrivait à gagner ou à perdre, mais en équipe. Et j'aime bien la devise de la Belgique qui dit que l'union fait la force. Mais vraiment, je l'ai toujours joué collectif, je pense, et de ce fait-là, ça m'a toujours servi. Parce que d'abord, ça donne confiance au manager, de voir qu'il y a quelqu'un en dessous qui est pas à se plaindre des autres, etc., mais qui prend ses responsabilités et puis qui essaye de faire avancer l'ensemble. Pour moi, ça c'est le point principal. D'autres sets pour réussir, voilà, se former, s'informer, toujours prêt à bouger, quoi, et puis à se remettre en cause. On a ses convictions, mais si l'autre dit quelque chose, moi je pense qu'il faut toujours, vous parliez de l'écoute tout à l'heure, l'écoute active. Je pense que c'est aussi un point essentiel, parce que moi je pars plus du principe que je peux avoir tort que du principe que j'ai raison, et ça n'empêche pas d'avoir des convictions, et de défendre des choses, mais toujours porter de l'attention à ce que dit l'autre, parce que s'il le dit, c'est qu'il ressent quelque chose, et que à ce titre ça doit nous interpeller. Donc il faut le faire creuser ce qu'il a à dire. Et puis le troisième point, c'est sûrement, je pense, c'est porter attention à l'autre. On se rend pas compte des perles que peuvent nous distiller d'autres personnes avec qui on se dit tiens, mais lui, on peut s'arrêter au premier regard et se dire mais non, mais lui, non, ça vaut pas le coup, etc. Et en fait, il y a des trésors derrière de gens qui vous donnent des idées. Moi, j'apprends énormément quand je tourne avec un livreur et qu'on passe une journée dans un camion entre deux clients à échanger. Les idées qu'ils ont, les idées du terrain, les idées de partout, elles sont magnifiques. Et ça, c'est tout notre défi, nous, en tant que manager ou responsable de certaines organisations, à savoir les faire émerger et les faire donner du fruit, quoi. Et donc il y a un volet aussi, prendre soin de l'autre, plus de son point de vue, et essayer de le comprendre. Ça, c'est l'aspect écoute active, essayer de le comprendre de son point de vue. Et il y a aussi prendre soin de lui, probablement faire en sorte qu'il se sente bien aussi. Est-ce que vous avez une politique plus particulière vis-à-vis, par exemple, de l'équilibre vie privée, vie professionnelle? Ou est-ce que vous, à titre personnel, peut-être que vous appliquez déjà des règles pour garantir ceci? Là, en plus, avec le télétravail, les choses se posent pleinement, et je pense que ça fait tomber des barrières, ça a énormément aidé dans ce sens-là. Alors, faut pas que ce soit imposé, faut pas que ce soit subi, faut que ce soit choisi. Mais en même temps, ça crée aussi, ça enlève aussi des barrières, justement, où on rentre chez soi et on n'est plus au bureau. Ça permet, ça fait travailler plus longtemps parfois, donc ça crée des contraintes. Oui. Non, mais c'est là où après il faut que nous on ait aussi un travail d'organisation au sein du management pour dire aux gens attention, il y a un droit d'arrêter, de coupure numérique, de cesser et de laisser les gens. On fait pas de rendez-vous, des réunions après une certaine heure, avant une certaine heure. Par contre, et le matin, on lance la journée ensemble avec un petit call pour se dire une bonne journée. On essaie de temps en temps de trouver des moments où on parle d'autre chose. Bon, là, on est dans la période actuelle, quoi.
Ok, donc vous y êtes attentif. Oui, je pense que c'est essentiel. Encore une fois, l'entreprise, pour moi, l'entreprise est un lieu où le collaborateur doit se développer, doit s'épanouir, doit se construire. Si c'est subi, on en tirera d'abord, au-delà du fait que les gens ne s'épanouiront pas, on tirera pas de nos collaborateurs le maximum d'engagement. Il faut que les gens se sentent bien et l'impression de s'accomplir pour le faire. Et si on n'arrive pas à obtenir ça, ou en tout cas à faire sentir, on n'obtiendra pas le meilleur de chacun. Donc, je pense qu'il faut que les gens soient bien. Et pour ça, il y a un principe, moi, auquel je suis assez attaché, qui est un principe de subsidiarité, qui est la capacité qu'on peut avoir à responsabiliser au mieux les personnes de l'entreprise sans leur en faire subir trop, mais sans non plus leur en enlever trop. Ils ont tous une part de responsabilité qu'ils doivent pouvoir assumer et qu'on doit pouvoir leur confier en leur faisant confiance et en leur permettant de s'accomplir grâce au travail. Est-ce qu'il y a un sujet crucial ou important qui vous tient à cœur, qui n'est pas forcément sur votre parcours professionnel, mais sur peut-être des choses pour lesquelles vous voulez vous engager, ou d'autres aspects dont vous aimeriez bien parler ou partager? Comme ça, je pense que le point qui me tient à cœur, c'est toujours la quête de sens. Si je puis dire, je crois que j'en ai parlé un peu là déjà, mais la quête de sens, c'est le sens pour l'autre, ou le sens que représente le collaborateur pour moi, et le sens de l'entreprise, de ce en quoi elle contribue au bien commun, la raison d'être de l'entreprise. Ce qu'on est en train de lancer, pour moi, je suis très excité avec Everyday, le plan du groupe Fnac Darty, Everyday, s'engager pour un choix éclairé et une responsabilité et un choix durable. Pour moi, ça fait pleinement du sens. Parce qu'on va se battre pour la planète et on va se battre pour les autres et essayer de faire qu'on passe de cette fameuse distribution linéaire à une distribution circulaire. Et donc voilà, oui, et c'est d'ailleurs pour ça que je me lève tous les matins et que je vais travailler, c'est parce que réellement il y a du sens. Et je pense que ça, c'est ce que chaque manager doit se poser comme question, directeur d'entreprise, c'est justement ce qu'on appelle le purpose en anglais, la raison d'être. Quel sens je peux donner à ce que l'on fait, ou quel sens ensemble on peut donner à ce que l'on fait avec nos collaborateurs, qui fait que tous ensemble, on va créer à la fois de la cohésion, mais aussi de l'engagement autour d'une mission commune. Parfait. Merci beaucoup. J'ai pas d'autres questions à ce stade-ci. Merci à vous. À suivre sur d'autres épisodes. Au revoir. Pour soutenir l'initiative et pour continuer à entendre plus d'interviews, s'il vous plaît, partagez ce podcast et mettez-lui 5 étoiles. Cela me permet de continuer à enregistrer et diffuser cette sagesse collective. Merci d'être toujours plus nombreux à vous abonner et à bientôt sur Mentor Stratégie.